on vous a dit ça, mais en fait, concrètement, je veux dire, à part, des fois on entend parler de petites expériences, de biologie, de trucs, mais concrètement, ce qu'il en est sorti, et c'est pas, enfin, comment dire, on peut toujours arguer du fait que oui, la science, c'est long, la recherche, etc. Mais ça fait 50 ans qu'on tourne en orbite. Donc s'il avait fallu, grâce à la microgravité, tout est là-dedans en fait, c'est parce que c'est la microgravité qu'on s'imagine. Microgravité d'ailleurs tout à fait partielle, puisque la station spatiale internationale c'est un truc qui vibre, il y a du bruit, il y a des, enfin voilà, c'est pas du tout idéal pour faire de la science, mais on s'imagine que parce que ce milieu est si spécial, alors il en sortirait quelque chose de miraculeux, mais c'est de l'ordre de la croyance en fait. Irénée Regnault, Arnaud Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur L'Étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Irénée Regnault, vous êtes consultant en transformation numérique, chercheur associé au laboratoire COSTEC, connaissances, organisation et systèmes techniques de l'Université de technologie de Compiègne, si c'est toujours exact. Oui, c'est le cas. Toujours exact. Vous êtes aussi le fondateur de l'association Le Mouton Numérique, un collectif technocritique qui organise et anime de nombreux débats. Peut-être vous pourrez nous en dire plus, Bien sûr, même dans le podcast, par rapport notamment aux questions qu'on va aborder aujourd'hui. Arnaud Saint-Martin, vous êtes sociologue et chargé de recherche au CNRS, au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, le CESP. Et aujourd'hui, je vous reçois pour un ouvrage, Une histoire de la conquête spatiale, publié aux éditions La Fabrique. Donc, dans cet ouvrage, vous montrez que la conquête de l'espace n'a jamais été une chose désintéressée, qu'elle a servi beaucoup d'intérêts, notamment des intérêts militaires, des intérêts économiques. Et pour commencer ce podcast, tout simplement, je voudrais savoir en quoi cette notion de conquête spatiale pose problème, en quoi elle n'est pas nouvelle. Alors ça, c'est une bonne question. C'est pas qu'elle pose problème, c'est que nous, on a essayé de la problématiser, d'en faire en soi une question à travailler, à historiciser, etc. Parce qu'il y a toute une série d'évidences, de significations qui sont accolées à cette notion qui est en fait piégée, qu'on a essayé de déconstruire, que nous, on a essayé de désosser, de montrer à quel point, par moment, il y avait des moments de flottement, que c'était pas complètement acquis, la construction culturelle et symbolique de la notion de conquête. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, et ce qui est pas si courant dans la littérature, en fait, je pense qu'on est parmi les premiers à tenter ce genre d'approche un peu critique, c'est de montrer à quel point c'est quelque chose qui a été construit dans l'histoire, qui émerge et qui se sédimente dans des organisations, dans un champ d'activité qu'on appelle l'astronautique, et qui va puissamment structurer des industries, des forces armées, des politiques sectorielles, les politiques spatiales, etc. Et de montrer que finalement, la conquête, c'est le mot un peu attrape-tout, valise, qui va tout résumer. Et tout l'enjeu, c'est de montrer à quel point ça fait modèle, ça fait même système, et ça permet d'expliquer aussi pourquoi aujourd'hui c'est compliqué de revenir sur toute cette histoire de façon un peu critique, parce que c'est un rouleau compresseur. Et de déconstruire justement cette notion de conquête. Exactement. Et peut-être juste pour ajouter, effectivement, ce livre, c'est aussi un peu une variation autour de ce concept de conquête. Qui est à la fois une conquête militaire, on a le sous-titre des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space, une conquête économique, une conquête aussi des esprits. Donc c'est des branches comme ça qu'on va un petit peu travailler pour montrer dans ces différents domaines comment s'empilent des événements en fait, qu'on met en série et qui permettent de comprendre en fait, ce schéma qui est celui de la conquête, qui est aussi basé sur des notions, c'est la conquête de l'Ouest, le Far West, etc., très empreinte de religiosité aussi. Et donc on tourne autour beaucoup pour mieux justement lui donner du signifiant en fait. En fait, ce qui est intéressant avec l'ouvrage, c'est aussi qu'on voit qu'il y a aussi cet aspect colonial qui revient aussi un peu dans cette notion de conquête. Justement, tu évoques la conquête de l'Ouest, etc. Enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait. C'est très en lien aussi avec l'idée de frontière en fait. C'est l'idée de la frontière, le frontiérisme. C'est un historien qui s'appelle Frederick Jackson Turner qui lance dans un grand discours cette idée selon laquelle les États-Unis ont besoin d'une frontière en fait pour avancer. C'est la frontière qui est sans cesse repoussée, et c'est un vocable qui est repris ensuite particulièrement dans le domaine astronautique avec Next Frontier, de High Frontier, etc. Et d'ailleurs ça glisse facilement dans d'autres pays et notamment l'Europe. Donc et c'est comment dire, effectivement, je disais tout à l'heure empreinte de religiosité, c'est aussi l'idée du Far West, de la Terre vierge qu'on va aller occuper, qu'on retrouve aussi dans l'idée d'occuper l'espace, ce qui n'est pas une évidence, d'y aller, de peut-être même de coloniser d'autres planètes, allez-y, occupez le terrain, peuplez, reproduisez-vous. C'est vierge. C'est vierge, etc., il n'y aura personne. Et donc les quelques approches, on y reviendra, mais disons de lecture coloniale qu'on a aussi de l'astronautique,
en viennent aussi à la question des territoires, puisque loin de n'être qu'une activité qui se projette vers l'extérieur et vers l'espace, l'astronautique, c'est une activité de territoire, en fait, terrestre. Les fusées décollent depuis la Terre, il y a des bases, il y a des gens qu'on exproprie parfois, dans des pays ou des zones qui sont souvent à l'équateur, donc qui sont parfois des zones colonisées ou ex-colonisées. Donc les deux notions se répondent dans la réalité et dans la projection. En fait. Et des populations qui sont impactées, parce que c'est pas rien que de créer une base spatiale aussi, j'imagine. Oui, il y a ces stratégies d'accaparement, voire même de prédation sur les territoires, avec un monde des populations qu'on va littéralement dégager, éjecter. Nous, on évoque quelques cas. Il y a Kourou, qu'on connaît bien, en Guyane. Ça a été assez brutal, en fait. Les autochtones ont été littéralement rayés de la carte. Ou sinon, réinjectés dans les RH qui étaient utilisés, employés pour construire la base. Mais clairement, il y a un moment donné où on fait place nette et on pose une base et on va la sécuriser, parce qu'évidemment, c'est dangereux. C'est quand même des missiles qu'on va envoyer vers l'espace. Donc il y a cette appropriation. Et ce qui est intéressant, c'est tout le flottement autour de ces notions, appropriation, accaparement, expansion, colonisation, conquête. Et il y a un rapport extrêmement ambivalent dans l'industrie et la communauté spatiale par rapport à ces mots-là. D'ailleurs, quand on dit conquête, ils ne disent plus conquête. Voilà, c'était avant, c'était dans les années 60 qu'on disait plus assumé. Maintenant, ça pose problème. Voilà, quoi. Exactement. Mais en même temps, dans l'imagerie, dans la philosophie sous-jacente de comment on construit symboliquement, politiquement l'espace et l'appropriation de l'espace, c'est finalement le même registre. Aujourd'hui, on parle d'exploration. Mais l'exploration, c'est à peu près... Pareil, ouais. Quand on regarde les scénarios, la façon dont on va construire les missions, etc., en fait, on est tout à fait dans la même logique de conquête. Ça, c'est ce qu'on voulait dire en jouant sur l'imagerie un peu vintage de conquête de l'espace. C'est vrai que ça fait très années 50-60, voire même course à l'espace. Alors maintenant, souvent, on voit des conquêtes de l'espace 2.0. Ça reste une conquête de l'espace. Mais justement, il y a Musk il réemploie le terme de colonisation de Mars, colonisation de l'espace. Lui, ça le gêne pas du tout. Non. Lui, pour le coup, il n'est pas du tout gêné par cette terminologie et cette sémantique-là, mais c'est pas non plus complètement surprenant au regard du personnage, de ses opinions politiques. Musk, il avait quand même dit on ira chercher des batteries, du lithium pour faire nos batteries Tesla en Amérique latine, et si les pays dans lesquels on va ne veulent pas, on fera un des coups d'État, quoi. Enfin, c'est des paroles extrêmement violentes, en fait, quand même. Donc, et ce qu'il lui est en train de construire donc à Boca Chica, là où il fait sa base spatiale, au sud-est du Texas, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'accaparement néocolonialiste. Alors, il faut prendre avec des pincettes, puisqu'on n'est pas en territoire colonial, mais on a des tribus de natifs américains, on est à la frontière mexicaine. C'est quand même un lieu qui n'est pas n'importe lequel, où il y a des expropriations, de la violence, des explosions, des pressions sur les habitants pour qu'ils partent. Donc lui, il n'en est pas complètement sorti de ça, effectivement. Et puis juste pour préciser aussi, c'est qu'un peu plus haut au Texas, au nord, il y a Snellbrook, qui est la ville qu'il est en train de fonder littéralement, qu'il va peut-être incorporer à terme, au-delà d'un certain seuil de population. Et là, en fait, c'est toutes ces boîtes qui se retrouvent dans le même espace, qui est maintenant littéralement clôturé, pas très loin d'Austin, où il est en train de fonder littéralement une ville, quoi. C'est Musk City, où le critère de citizenship, c'est il faut bosser dans la boîte de Musk. Donc là, il y a une espèce d'évidence, de lien direct entre être employé par Musk et être un citoyen. Voilà, donc c'est quand même un certain modèle politique. C'est la logique libertarienne. Libertarienne, mais en même temps, peut-être qu'on y reviendra sur la privatisation, le néolibéralisme, etc. Mais en gros, il a besoin aussi de l'État. Mais il le fait au Texas. Ça, c'est pas un hasard. Il a rapatrié le siège de SpaceX en février au Texas. Avant, c'était dans le Delaware, un autre paradis fiscal. Donc maintenant, c'est au Texas. Là aussi, ça dit quelque chose de son rapport à l'État, au gouvernement, à l'autogouvernement. Et lui, en tant que c'est le maire de Snellbrook et peut-être de Boca Chica, où il avance à marche forcée, où il exproprie, il tue les tortues. Enfin, il y a un truc assez brutal. Et quand on dit conquête, il y a un peu de ça. Il incarne il y a totalement ça. Ouais. Et pour comprendre cette logique de conquête, parce qu'on parlait de Musk, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais lu sa biographie qui avait été faite, où il évoquait, c'est pas celle de Walter Isaacson, la précédente, exactement. Et c'est dans ce bouquin justement que Musk dit qu'il est allé chercher, et dans le bouquin que vous avez fait, il y a un truc qui m'a marqué, c'est le fait que les fusées de base, ce sont aussi des missiles, ça vient de l'armée. Et Musk, quand il a fondé SpaceX, il est allé chercher auprès de l'URSS des missiles. Et pour comprendre cette conquête, vous avez retracé justement le lien entre d'anciens officiers nazis, anciens employés nazis qui ont travaillé du coup sous le Troisième Reich et du coup notamment
les États-Unis, qui sont allés chercher ces officiers nazis. Il y a notamment un personnage qui est récurrent, c'est Von Braun. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement l'influence, que ça soit tant l'importance des nazis, mais aussi de l'URSS dans justement cette idée de conquête spatiale, et comment aussi les États-Unis vont s'appuyer sur ces anciens employés? Bien sûr, et l'anecdote est intéressante d'ailleurs, parce que dans le parcours de Musk, cette étape où il va en Russie chercher, parce que lui, il ne fait pas de fusée à ce moment-là, il veut lancer son entreprise, et il se demande s'il faut les fabriquer lui-même ou aller les chercher, donc il va en Russie, puis il se fait cracher sur les pieds, par exemple, littéralement. Voilà. Il y va d'ailleurs avec des gens qui sont tout à fait intégrés dans l'establishment militaire américain, donc voilà. Puis il repart bredouille, et puis il finira par aller chercher des moteurs ailleurs, et puis faire ses fusées plus ou moins lui-même. Et ce qui montre effectivement cette idée de se réaccaparer un héritage. En fait, un héritage. Et puis il avait une logique de coût aussi, parce que... Oui, parce qu'éventuellement c'était moins cher, parce que bon, à l'époque on bradait un peu tout ce qu'il y avait à brader en fait, une fois le mur tombé, quoi. Donc on a des passages là-dessus dans le livre. Mais notre livre, c'est pas un livre sur Musk, c'est vraiment un livre qui s'étale sur un petit siècle, qui a une thèse, qui est celle aussi du paradigme de la conquête, qui montre les empilements de situations dans les différents domaines qu'on vient d'évoquer, militaires, culturels, etc. Et il nous a semblé important de revenir quand même sur une période fondatrice première, qui est la période nazie, qui est souvent un petit peu escamotée dans les récits sur l'espace, puisque c'est une période un petit peu sombre, elle n'est pas forcément connue, elle est moins sexy qu'Apollo, elle arrive avant. C'est pas encore vraiment la conquête de l'espace, puisqu'on ne fait que des missiles, mais en fait on verra qu'il y a quand même quelque chose qui est complètement lié. Et puis surtout, c'est une période qui bat un peu en brèche le récit enthousiasmé, en fait, enjoué de la conquête spatiale. Et pourtant, c'est une dizaine d'années, donc nous on démarre des années 70, où on montre comment il y a des premiers balbutiements de groupes qui conçoivent un peu des fusées dans leur jardin, dans des associations d'astro locales, quoi, qui sont plus ou moins récupérées par l'armée, enfin qui sont récupérées par l'armée en fait, allemande, et puis qui vont servir en fait le Reich, notamment à travers, à la fin des années 30, une usine dans le nord de l'Allemagne qui s'appelle Peenemünde. Donc ça, c'est un ancrage vraiment très important pour nous, parce que c'est dans cette usine qu'on va faire ces premières fusées, ces premiers missiles nazis, donc les V2 et d'autres, mais bon, c'est surtout les V2 que l'histoire aura retenu. Donc c'est des missiles, c'est un peu la fusée de Tintin, il faut s'imaginer, c'est pas très grand, je crois que c'est 12 mètres de haut, quelque chose comme ça, avec un damier noir et blanc. Et c'est là que va se constituer finalement tout ce qu'on appelle la matrice organisationnelle qui va derrière faire florès aux États-Unis, donc les façons de concevoir les missiles, d'organiser les chaînes de production, de tester, d'enrôler. Ensuite, ils vont enrôler des concentrationnaires en 1943 pour faire fabriquer ces missiles dans un tunnel à Dora. C'était des milliers de personnes, c'était fou. Là, voilà. Dans l'ouvrage, les chiffres que vous donnez, c'est assez fou, quoi. C'est 20 000 personnes qui vont travailler là-dedans à partir de 1943, suite au bombardement de Peenemünde, dans des conditions absolument épouvantables, dont 5 000 Français et 20 000 personnes qui vont mourir, en fait. Et donc, il y a ce passé, Arnaud reviendra dessus, mais très, très obscur, en fait, qui est fondateur, qui n'est vraiment pas sans lien avec la suite, notamment dans la façon dont Von Braun, derrière, donc principal chef de Peenemünde, voilà, des programmes de V2 en tout cas, il sera repris aux États-Unis derrière, et il va participer à l'acculturation du peuple américain à la conquête de l'espace, quand même. Mais d'ailleurs, il va occulter ça, en fait. Pendant des années, il va dire non, c'était complètement désintéressé, nous, c'était le progrès qui nous intéressait. Enfin, ce que vous montrez dans l'ouvrage, c'est assez surprenant, le fait que les États-Unis aient autant mis sous silence, en fait, cette partie-là. Alors qu'ils étaient parfaitement conscients de qui ils avaient recruté. Les interrogatoires de l'OSS sont quand même assez clairs. La plupart, alors Von Braun notamment, qui a été commandant SS quand même, c'est pas rien dans l'establishment militaire nazi, quoi. Donc c'était des gens dont on savait qu'ils étaient officiers, ils ont été cuisinés. Certains, comme Arthur Rudolph, sont même, les dossiers que j'ai retrouvés quand même indiquent qu'il est 100% nazi, ne l'employez pas, il est terrible et tout. Ça c'est la CIA. Et quelques années plus tard, on le retrouve sur les pas de tir de Cap Canaveral, quoi. Donc ça, tout le monde le savait dans le milieu du renseignement, dans les plus hautes sphères de l'armée américaine, mais ils ont fait ce pacte-là, on va les prendre, parce qu'en effet, ils étaient excessivement précieux. Du point de vue de la technologie, du moteur fusée, du missile guidé, l'Allemagne avait pris telle avance sur ces questions-là que c'eût été fou de ne pas le faire. Et il n'y a pas que les Américains. On évoque l'URSS qui a aussi pris ses Allemands, ses nazis, les Anglais, les Français, etc. Donc il y a eu un moment
d'exode de tous ces ingénieurs qui se sont littéralement vendus au plus offrant. Alors l'équipe de Peenemünde conduite par Von Braun, ils sont 118, 120, enfin les chiffres varient selon les historiens, ils sont à peu près 120 et clairement eux, ça avait aucun sens d'aller en URSS, quoi. Par anticommunisme, etc. Puis des gens comme Von Braun, lui, c'est la peur rouge, quoi. C'est la peur rouge. Ouais. C'est un aristo. Hein. Son père a été ministre au début des années 30. C'est vraiment la vieille aristocratie allemande qui compose avec le nazisme. Ouais, ils sont pas tous convaincus, hein. Mais n'empêche qu'à un moment donné, ils se mettent littéralement au service. Et ça, on le redit aussi, parce que peut-être qu'on y viendra sur la figure de Von Braun, mais il y a toute une... Il y a eu un travail en effet de lissage, de moonwashing de Von Braun. Encore aujourd'hui, il est cité en autorité comme un visionnaire, etc. Mais quand même, ce type, à un moment donné, arrive à convaincre, et il va convaincre de lui-même Hitler, de l'intérêt stratégique de ces V2. Et en plus, c'est une arme terrible. Je veux dire, elle tue pas tant de monde que ça, mais en fait, c'est une arme psychologique, anxiogène. Et alors, les habitants de Anvers et de Londres s'en rappellent très bien. C'était affreux. Donc, ça frappe... pas bien, la cible est touchée à 1 kilomètre près, quoi. Donc on ne sait jamais quand est-ce qu'on va mourir. Donc c'est quand même ça la V2, conçue, fabriquée par les équipes de Von Braun. Et c'est ce type-là donc, qui va être recruté aux États-Unis. Les Américains le savaient, quoi. Et même publiquement, on cite à un moment donné un chansonnier, Lerner, qui Tom Lehrer, qui à la fin des années 50 avait une chanson sur Von Braun qui il parle avec un accent allemand nasillard et en plaisantait. C'était connu donc, publiquement, y compris en France aussi. Et là, je finis juste là-dessus pour situer le personnage. En 67, quand Von Braun vient à Paris au Lutetia, récupérer un prix de la Société astronomique de France pour sa contribution à l'astronautique, il y a des manifestations. Ça atterrit sur la une du Monde. Oui, Von Braun, le Von Braun hitlérien, tout le monde le savait. C'est 2 ans avant Apollo 11 quand même. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu situer, parce que ce qui est étonnant, ce qui n'est pas étonnant avec la réception du livre, c'est on apprend dans le premier chapitre qu'en fait, derrière le programme spatial américain, il y avait un nazi. Ou alors... Ouais. On le savait déjà, fallait pas le dire, mais pour autant, ceux qui disent qu'ils le savaient, en fait, ne savent pas ce qu'il y a dans ce livre, en fait. C'est-à-dire, juste pour un point particulier, qui est par exemple la façon dont ils ont été accueillis en Alabama. C'est quand même très important. État ségrégationniste qui leur a littéralement ouvert les bras, en fait. Donc on n'est pas dans une espèce d'anomalie historique qui ferait qu'ils seraient les États-Unis et puis pouf, la Lune, quoi. La greffe a pris. Oui, ils retrouvaient des idées, il y a un fond idéologique. C'est ce qu'on essaie d'amener dans ce premier chapitre, parce qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de gens qui savent pas, je suis d'accord, et puis il y a aussi des gens qui savent et puis qui excusent un peu, oui, mais bon, puis c'est un peu les arguments des nazis qui se sont défendus derrière pour certains d'entre eux. Il a fallu en passer par là, on fait pas de progrès scientifique sans en passer par peut-être la guerre. Ça a été résistant. Il a été arrêté par la Gestapo. On a fait des caisses et bon, en vrai, il a aussi signé des papiers qui faisaient. Puis il était pour le progrès de la science et pas pour. Oui, voilà, mais après, c'est aussi une figure de l'ingénieur neutre. Vraiment, chez Von Braun, quand on regarde un peu ces critiques des sciences et des techniques et cette grande question de la neutralité des techniques, c'est le personnage qui impulse le progrès. Et le progrès, c'est bien, c'est tout. Il y a tu parlais tout à l'heure justement de la culture qui va se développer autour de la conquête spatiale. Vous parlez d'astroculture. Et Von Braun, il va y participer justement à cette logique d'astroculture. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment justement un tel personnage, mais pas que lui, comment les États-Unis vont développer cette idée de conquête spatiale, faire immerger dans l'esprit des gens que c'est nécessaire? Sachant que, en fait, quand on regarde les films aujourd'hui, ce qui est fou, c'est dans les années 60-70, on voit beaucoup de films où on vante l'idée de conquête spatiale, tout ça. Je pense même à Star Wars, en fait, qui est le plus connu. Comment ils vont réussir alors que les personnes, au début, n'étaient pas forcément aptes, n'avaient pas forcément envie d'aller conquérir l'espace. Et surtout, comment aujourd'hui perpétuer cette astroculture, sachant qu'il y a les enjeux écologiques. Oui, elle est très bien ta question là, sur le dernier point est essentiel. L'astroculture, c'est toutes les représentations, toutes les images, toutes les idées, les histoires qui permettent de donner des significations à l'espace extra-atmosphérique, parce qu'il n'en a pas forcément véritablement. Et c'est aussi, en tout cas nous, la façon dont on le prend
une manière de créer ce qu'on appelle l'évidence spatiale. Donc l'évidence qu'il faudrait y aller. En fait, et c'est un peu ce que tu dis avec Star Wars, etc. Il y a comme une évidence, on sent bien, mais il faut la déconstruire l'évidence parce qu'elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente dans le sens où il y a certes des mouvements culturels, de la proto-science-fiction, des récits, des images, de tout ce que tu veux au détour du XXe siècle qui vont contribuer aux États-Unis, en France, en Russie beaucoup, hein, avec le cosmisme, qui vont contribuer à créer cette astroculture, voilà, qui n'existait pas forcément avant sous cette forme, hein, parce qu'on ne s'imaginait pas les moyens techniques possibles pour y aller, on ne se disait pas forcément qu'on pouvait y aller, ce qui est aussi une idée parmi d'autres. Hein. On peut aussi se dire qu'on n'y va pas, on peut aussi se dire comme les Navajos que c'est sacré et qu'il ne faut pas envoyer faut pas y aller, quoi. Faut pas y aller sur la Lune. Enfin, il y a des cosmologies qui peuvent se contredire. Bon, après, il y en a une qui a écrasé toutes les autres, clairement. Et c'est plutôt celle de l'évidence spatiale. Et donc tout ça, c'est aussi une construction. Et Van Braun, c'est un peu un pivot, en fait, qui est intéressant, puisque c'est lui qui va se faire vraiment le VRP de la conquête spatiale des années 60 aux États-Unis. Il va être aidé aussi de beaucoup d'images. Alors, on a sur le livre, d'ailleurs, je ne sais pas si on la voit, une image de Chesley Bonestell. Hein. Voilà, alors je ne sais plus exactement sur quel... En plus, c'est rare que la fabrique mette des... Ouais, c'est rare. C'est ça qui est beau. Elle est vraiment belle. Très graphique. Et Chesley Bonestell, c'était un space artist. Et donc, fin années 40, pendant les années 50, c'était aussi un architecte. Hein, c'est quelqu'un, il a notamment dessiné le Golden Gate. On lui avait demandé de le dessiner parce que c'est un pont qu'il fallait vendre et on ne pouvait pas le vendre avec des plans techniques. Donc, il fallait des vues super imagées, 3D, le pont est rouge, machin, etc. Et donc, il y a un côté, je vous le vends avant que ça existe, quoi. Et c'est un peu ça qu'il faisait. Donc là, je crois qu'on est sur une fusée sur une des lunes de Saturne ou quelque chose qui ressemble étrangement à V2. Beaucoup au V2. Enfin, et peu importe, il en a fait plein des comme ça. Souvent, il met des petits humains, voilà. Et c'était tellement réaliste qu'il y a même des gens qui pensaient que c'était des vraies photos, des photos qui ont été utilisées par la NASA. D'ailleurs, celle-ci, elle est libre de droit. Je pense qu'elle a été au Smithsonian Museum, quelque chose comme ça. Et donc tout ça s'enchevêtre. Il y a la télé, il y a Disney qui travaille avec Von Braun, il y a des parcs d'attractions, il y a par milliers des objets d'une culture matérielle qui inonde le monde. Il y a des images, d'abord des maquettes, puis ensuite des images de synthèse. Et puis effectivement, Von Braun, dont on vient de parler, nazi, hein, voilà, qui est à la télé avec Disney et puis qui montre ses fusées avec de jolies ailes, qui explique comment on va y aller. Donc il y a des étapes. Donc c'est le fameux paradigme Von Braun, hein, on est sur la Terre, station, Lune, Mars. Il y a d'autres, Tchaikovsky aura 16 étapes à lui côté russe, donc 16 étapes qui vont en gros de la naissance du Soleil jusqu'à son explosion en passant par l'aviation et puis plein de petites étapes qui nous mènent à nous disséminer dans le cosmos. Et tout ça, il faut le vendre en fait. Il faut le vendre parce que ça coûte extrêmement cher. C'est pas évident qu'au début des années 60 qu'il faut aller dans l'espace. Surtout le vol habité, hein, c'est très important. Voilà, c'est le point important. Effectivement, tu as bien raison. On y reviendra de toute façon avec la SSI. Et je pense d'ailleurs, l'intérêt de ce livre, c'est aussi on parle beaucoup du vol habité, dans le sens où c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, où on ne pense qu'à ça quand on parle d'espace, et c'est ça qui est vendu. Mais en fait, nous, on montre qu'il y a tout à fait autre chose aussi derrière, évidemment. Et c'est important de dire vendre, en fait. Parce qu'il y a toute une dimension de marketing, de merchandising qui est assumée par les agences, hein, qui ont une contrainte de redevabilité, puisque c'est de l'argent public, il faut expliquer pourquoi on l'emploie à ces fins-là. Et ce qui est intéressant, et qu'on observe, c'est qu'en effet, l'opinion est loin d'être conquise. Donc il y a un surcroît de propagande qui est intentionnellement dirigé vers ces publics qui sont acculturés au spatial, à l'évidence spatiale. Et parmi les motifs et les façons de le vendre, et quand on dit, il y a un bouquin qu'on cite, son titre c'est Selling the Space Program. Quoi. On est vraiment dans ce registre-là. Et pour moi, ça a été un moteur pour bien comprendre ce qui se passait, hein, avec tous les médias de masse, etc., dans les années 50-60. Et le VRP ultime, c'est quand même l'astronaute. Quoi. Donc on a quelques pages, aussi, oui, effectivement. Beaucoup de pages là-dessus, parce que oui, le vol habité, quoi. Et le vol, on pourrait jouer sur les mots, hein, le vol habité de l'imaginaire, quoi. C'est un vol, quoi. C'est-à-dire à un moment donné, on va essayer de capter de l'attention, surtout que c'est divertir. Encore aujourd'hui quasiment impossible. Bien sûr. Et on va divertir, on va concentrer sur une cible qui va être la Lune à un moment donné, qui est une immense opération de propagande publique, culturelle, au fin de l'hégémonie américaine. Du côté soviétique, il y a aussi un grand renfort évidemment de propagande. Hein. C'est les deux blocs qui s'affrontent avec leur modèle culturel, politique, etc. Et donc là, on a des figures d'incarnation que vont être les astronautes, hein, qui sont les vitrines, c'est l'étoffe des héros, c'est les space cowboys, quoi, qui doivent susciter la projection, l'attente, la sidération, la fascination, et qui vont incarner en même temps que Von Braun ce désir spatial. Et là, on a des figures qui vont s'imposer. Il y a donc les casse-cous,
qui vont vraiment dans la capsule, et puis les ingénieurs qui vont penser ça dans des organisations qui vont se structurer. Et ce qui est intéressant avec ces organisations, c'est que là, on est en pleine guerre froide, et là, on est ce qu'on appelle la Big Science à l'époque. C'est des grosses organisations, c'est beaucoup de monde. Apollo, c'est 400 000 personnes. C'est du jamais vu. C'est énorme comme investissement, comme dépense. C'est des gens en chemise blanche, machin, qui sont dispersés partout. Et même Kennedy n'y croyait pas à ce point. C'est pas qu'il y croyait pas, c'est que ça l'intéressait pas. Je veux dire, c'était pas un souci majeur pour lui. En même temps qu'il a compris qu'il y avait un intérêt pour l'hégémonie, etc. Ça va être poussé aussi par son vice-président, qui va lui succéder, Lyndon Johnson. Ça va fossiliser la décision de Kennedy d'aller vers la Lune. Mais en tout cas, ça c'est un point qui est intéressant, c'est que tout ça, à un moment donné, va mouvoir, va ancrer un effort, et après Apollo, c'est la petite mort, entre guillemets, à passer le climax du drapeau planté sur la surface lunaire, et c'est les mêmes structures qui ont entériné l'idée de conquête qu'il va falloir faire persévérer. Et comment on le fait persévérer ? Alors, avec un autre surcroît de propagande, et finalement toujours les mêmes thèmes, toujours les mêmes astronautes, le même vol habité, et c'est pour ça que la conquête de l'espace, c'est une espèce de mythologie qui a une vie longue, quoi, parce que, en effet, à un moment donné, elle s'est littéralement ancrée dans les esprits, parce qu'il y a eu ce matraquage, cette colonisation des esprits qui a été tellement puissante et forcenée que revenir dessus, une fois que les gens ont été conquis, c'est compliqué. Tout à l'heure, je crois, c'est toi, Arnaud, qui parlait du lien entre les entreprises et l'État, parce qu'on pense tout le temps que c'est les entreprises, par exemple là dans le cadre de SpaceX ou de Blue Origin, enfin toutes les entreprises, qu'on voit aujourd'hui tant à la télé que sur Internet, se développent sans intervention de l'État. Mais en fait, dans le livre, ce que vous montrez, c'est que, en gros, ça s'englobe dans une stratégie aussi de l'État. En fait, que les financements, ils sont possibles que parce qu'il y a l'État qui est derrière. La conquête, elle est possible que parce qu'il y a l'État. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, justement, se structure aujourd'hui cette conquête spatiale autour de l'État, autour des entreprises, comment ça se structure en réalité ? Surtout qu'il y a un concept qui revient beaucoup dans l'ouvrage, c'est celui de New Space. Et ce que vous montrez, c'est qu'en réalité, ce concept-là qu'on retrouve dans des documentaires, je pense notamment à un documentaire qui a été fait sur Arte avec les satellites en orbite basse, ça tourne vraiment autour des entreprises. Alors qu'en réalité, en fait, il y a l'État qui est derrière. Alors, je pense qu'on va répondre tous les deux à cette question, parce qu'on sera assez... Elle me tente bien aussi. Ouais, non, mais t'inquiète, je te laisse un gros bout, mais effectivement, si je commence dès le début, et peut-être de là où viennent les gens qui nous regardent, on a cette fenêtre récente, les 20 dernières années, où on voit effectivement des entreprises dites privées. Elles sont privées, dans le sens où ce sont effectivement des entreprises qui ont déposé statut, etc., donc juridiquement, qui conquièrent l'espace. Et qui sont dans le Delaware aussi. Qui sont dans le Delaware, éventuellement, au Texas, etc., qui donc bénéficient de toutes les ristournes fiscales qu'on puisse imaginer, et qui conquièrent l'espace sans la NASA, entre guillemets. Alors, on voit à peu près que la NASA est quand même là, puisqu'elle a aussi sa grosse fusée qui, elle, décolle bien, d'ailleurs, en passage. On verra demain pour ce qu'il en est d'Elon Musk avec le Starship. Et donc voilà, il y a ce récit de... Avant, c'était l'État, quoi. Maintenant, c'est les entreprises. Mais qui est aussi un récit qui s'inscrit dans un schéma plus global de pensée qui consiste à faire penser que le privé, c'est mieux que le public ou des choses comme ça. Et en fait, il faut regarder les choses un peu plus finement. L'espace, le spatial, dès le début, c'est-à-dire dès les années 50, et puis on parle du spatial, du vol habité dès les années 60, c'est du privé, en fait. C'est la NASA qui va demander à des sous-traitants de travailler pour elle, qui va travailler aussi de son côté. Il y a des grandes entreprises comme Boeing, comme Lockheed Martin, qui sont toujours là et qui prospèrent pas trop, d'ailleurs, selon de qui on parle. Et donc, il y a une forme de délégation de ce qu'on leur donne à faire, avec déjà des marchés qui explosent, en fait, comme le marché des télécommunications, des télécommunications au début des années 60, donc des énormes satellites qui sont mis en orbite. C'est le début de la télé. En fait, c'est ça va être principalement ça, le plus gros marché du spatial. On aura un tournant dans les années 80 en France. On a Ariane pour le lancement. Et les satellites, c'est pas un marché récent, en fait. C'est un marché qui est c'est un marché le premier satellite, c'est 1957. Donc après, le marché des télécommunications, on est plutôt dans les années 60. Après, il y aura aussi un marché plus secret de la reconnaissance.
en gros de l'espionnage, voilà, où c'est comme des très grosses plateformes. Là aussi, ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas trop, mais vous avez, dans les années 70 et encore aujourd'hui, des tas de programmes très tardivement classifiés avec des satellites qui font des dizaines de mètres de large, voire même 100 mètres de large parfois avec les antennes. Ouais. C'est ça, il faut s'imaginer, ça brille dans le ciel parfois, Ouais. si on regarde bien. Et donc, en fait, le revirement au détour des années 2000, en fait, c'est une radicalisation d'un processus qui implique du privé, mais qui était déjà là, tout simplement. Ouais, complètement d'accord. J'espère bien, parce qu'on est... Mais radicalisation, mais en même temps reconfiguration des modalités de l'intrication du public et du privé. Pour le dire très schématiquement, en tout cas aux États-Unis, il y a un passage très clair où c'est l'État, par le biais de 16 agences, pas seulement la NASA, mais aussi ça peut être la DARPA, l'agence de R&D du Pentagone, NRO, ça peut être l'USGS, le NRO, il y a plein d'agences qui utilisent du spatial et qui commandent à l'industrie, voilà, en spécifiant en amont les modalités du travail, la mission, etc., avec des ingés bien formés, quoi. Et d'ailleurs, il y a toute une réflexion au sein de la NASA sur l'âge d'or de la NASA où on savait tout faire, quoi. On avait des ingés qui savaient fabriquer aussi. Aujourd'hui, ils commandent, quoi. Et donc ça, c'est la structuration de l'industrie dès le départ, avec la NASA qui commande à un moment donné des missions. Et il y aura un gros logo NASA sur la fusée, et on ne saura pas forcément que c'était Boeing, Aerojet Rocketdyne pour les moteurs, énormément de sous-traitants, et c'est beaucoup d'États aussi qui vivent du spatial, et ça c'est stratégiquement pensé depuis Washington, d'ici, c'est-à-dire on va mettre du lanceur à Cap Canaveral pour les pas de tir, on va mettre de l'industrie en Californie, on va en mettre dans le Colorado, dans le Maryland. Et ça produit aussi à un moment donné du concernement par les populations. C'est aussi des représentants politiques qui vont s'acculturer au spatial, donc ancrer à un moment donné dans la durée ces activités. Et ça, c'est vraiment hyper important, et encore aujourd'hui. Là, les budgets de la NASA sont en cours de lobbying à Washington. C'est le représentant de Floride qui va le défendre, machin. Moi, j'ai observé ça à Washington, et là, on a tous les États concernés. Bon, ça, c'est vraiment la vieille méthode. La méthode néolibérale, le régime néolibéral du spatial, c'est plutôt l'État entrepreneur, l'État qui guide, qui commande des prestations, avec un programme phare qui est le programme COTS, Commercial Orbital Transportation System, qui a été mis en place en 2006. C'est 2006 2006, ouais, il me semble. Okay. Alors, en tout cas, c'est une législation assez récente, quoi. Ouais, bien sûr. C'est à moins de 20 ans, et c'est après la tragédie de Columbia. Oui, 2003, la navette explose une nouvelle fois. Bon, là, ils sont hyper emmerdés, que faire, etc. Là, il y a encore le véhicule qui permettait de transporter les satellites de façon hyper sûre. Qui était censé revenir. Voilà, qui est censé revenir. Et démocratiser l'accès à l'espace en baissant les coûts, etc. Donc, on a bien vu que c'était très compliqué. Donc là, il y a une crise, mais énorme de la NASA. Et une des réponses, c'est privatiser, entre guillemets, de ce type-là. C'est-à-dire, on va commander à l'industrie des prestations, et pas n'importe qui dans l'industrie, les établis, les Boeing et compagnie, mais aussi des startups qui émergent là, certaines qui ont disparu comme Kistler Aerospace, Xcore et quelques autres, mais il y a aussi SpaceX qui vient d'émerger en 2002. Et eux, ils vont récupérer des contrats, et au fur et à mesure, ces contrats vont leur permettre de développer leur lanceur de façon autonome. Et à la fin, une fois que le lanceur, ça sera Falcon 9, qui est le lanceur le plus fiable aujourd'hui, et puis qui lance énormément, c'était 96 lancements l'année dernière, c'est complètement fou. C'est énorme. C'est énorme, avec la récupération, la réutilisation du premier étage. Certains premiers étages est réutilisé une vingtaine de fois. Donc, du point de vue technique, c'est assez fou. Surtout qu'après, ça s'englobe dans une stratégie beaucoup plus globale de vente de satellites. Exactement. Mais il aura fallu, en tout cas, développer la capacité au départ. Elle est développée. À la fin, SpaceX facture, et beaucoup moins cher. Falcon 9, en tout cas, à la destination des commerciaux, c'est 60 millions le vol, quoi. Ce qui est vraiment rien par rapport à Ariane 5, qui était plutôt le double, voire un peu plus. Ça, Donc, il y a un moment donné, oui, ils ont un peu tué le game. Et avec la NASA, qui le désirait ardemment. C'est-à-dire, on va commander des prestations. Et nous, et ça, c'est le paradigme shift, qui est assez monumental quand on connaît le logiciel mental des ingénieurs de la NASA, c'est nous, on est des clients. C'est-à-dire, on achète une presta. Et là, je finis juste là-dessus. Ça ne marche pas toujours. Là, il y a le retour sur la Lune 2.0 avec des startups qui ont été contractées comme ça par la NASA dans le cadre d'un nouveau programme type COTS. On a vu 2 missions récemment, en janvier-février. Bon, elles ont
un peu merdé les deux, quoi. La première astrobotique, en fait, elle s'est cramée dans l'atmosphère terrestre, elle est revenue, elle n'a pas réussi à injecter. Intuitive Machine. La deuxième, Intuitive Machine, ça s'est planté aussi. Elle s'est plantée. Donc, à un moment donné, là, en ce moment, il y a un gros débat à Washington sur est-ce que cette stratégie d'acquisition en public-privé, est-ce qu'elle est vraiment pertinente, etc. Là, il y a un débat qui est intéressant. C'est donc ça, en fait, le New Space, c'est ce shift, mais qui, en fait, s'ancre dans une histoire longue. C'est un processus, c'est pas quelque chose de... Et puis qui repose aussi, c'est important à dire, SpaceX et les autres, sur un héritage matériel qui est celui des décennies passées. Donc il faut voir, les premières fusées sont lancées depuis des bases militaires, la base Reagan en l'occurrence pour SpaceX. Ensuite, on a des financements qui sont ceux de la DARPA. Après, il y a des programmes militaires, qui sont des budgets militaires qui sont également engagés. L'opération Guerre des Étoiles notamment aussi. Alors ça, c'était dans les années 80, mais puis ça a un peu fait plop, mais bon, ça a permis aussi de développer plein de technologies. C'était quand même quelque chose comme 40 milliards de dollars, quelque chose, peut-être même un peu plus. En tout cas, c'est des dizaines et des dizaines de milliards de dollars, donc des grosses sommes. C'était une stratégie aussi de mettre à terre l'URSS. Oui, économiquement, bien sûr. Donc, alors on n'est peut-être pas là-dedans aujourd'hui, puisque tout dépend de quoi on parle, parce que quand on parle de SpaceX, on parle plutôt de fret, de vol habité, et d'envoi de satellites espions, pas directement d'objets militaires spatiaux, même s'il y a toujours des petites idées de transformer le Starship en fusée qui transporterait des troupes, mais alors on ne sait pas trop où il va atterrir. Qui veut monter là-dedans ? Je ne sais pas qui veut monter là-dedans pour le moment. Mais donc voilà. Ça fait flipper quand on voit tout. Après, ça dit rien. Le livre n'est pas là pour dire... comment dire que SpaceX n'a rien inventé. Ils ont récupéré des choses, ils ont aussi inventé des choses, ils ont aussi des très bons ingénieurs, mais c'est aussi une équation économique qui pointe. Alors on a parlé des dégâts industriels, des dégâts matériels à Boca Chica, on pourrait parler des dégâts en orbite. Cette entreprise et la façon dont elle conçoit aussi ces objets techniques, les fusées qui réatterrissent, ça pose problème. En fait, c'est une équation économique qui consiste aussi à peupler de plus en plus l'orbite basse de satellites de communication. Et donc on ne peut pas décorréler dans cette entreprise une espèce de medley entre le vol habité, les télécommunications, un peu de contrats militaires, donc 1,8 milliard de dollars en 2021 quand même, c'est quand même beaucoup d'argent. Et il y a quand même, si on revient juste au point précédent, l'astroculture par-dessus tout ça, qui vient un peu lisser ils sont nourris, empêcher de lire. Jeff Bezos et Elon Musk, toutes les figures qu'on voit actuellement. Ce qui est intéressant avec l'ouvrage aussi, quand on en revient, c'est qu'ils sont nourris par cette astroculture. Ils citent Asimov, ils citent tous ces auteurs de science-fiction, Robert Heinlein, ils sont abreuvés de ça. Et comme tu disais Arnaud, en fait, c'est vraiment une stratégie néolibérale. En fait, l'État n'est pas du tout en retrait. Et alors que pourtant, toute la journée, ils disent que, notamment sur leurs réseaux sociaux, que l'État est absent, que c'est triste et qu'il faut renouveler cette idée de conquête. De ce point de vue-là, Musk, c'est pas un vrai libertarien. Non. C'est quelqu'un qui a besoin de subventions de l'État. Donc, voilà. Et même, je ne sais plus si on le cite, mais il y a un ouvrage qui s'intitule Space Capitalism de deux libertariens. Je crois qu'on l'a cité. Ouais, je crois qu'il est, il est cité. Et il y a un chapitre sur Elon Musk, et ils sont terribles. Ils disent, non, mais je crois que c'est la note 634. C'est pas du tout un libertarien, parce qu'au contraire, il se gave de subventions publiques. Il attend que ça, d'ailleurs. Clairement, il va jusqu'à intenter des procès au gouvernement quand il estime qu'il a été lésé dans le jeu de la concurrence par rapport aux établis dès le départ. Ça a été très tôt. Le lanceur n'était même pas encore sur le pas de tir, qu'il était déjà en train de contester l'oligopole formé par les gros de l'aérospatiale. Donc c'est un type qui va le chercher avec les dents, l'argent fédéral. Un point qu'on cite aussi, c'est SpaceX est la boîte d'aérospatiale, de spatial, qui emploie le plus de lobbyistes à Washington, précisément pour faire valoir ses droits en fait d'entreprises américaines made in America à récupérer l'argent public. C'est pas très libertarien. Non mais faut quand même le voir quoi. Et alors le marché là. Donc ils se battent pour ça. Et puis là où c'est vraiment hyper drôle, tu citais Jeff Bezos, donc là c'est plutôt Amazon qui a aussi son programme de méga constellation, etc. Ils sont en procès l'un et l'autre quoi, là-bas en permanence, pour récupérer les mêmes mannes financières. Et donc les deux multimilliardaires privés, entre guillemets, qu'on présente comme les icônes de la libre entreprise, sont les premiers à venir pleurnicher à Washington pour récupérer, et avec des côtés un peu relous. Par exemple, Bezos, quand il réussit pas à avoir le contrat pour l'atterrisseur lunaire la première fois, là, c'est Musk qui ramasse. Là, il intente un procès auprès de la cour dédiée à Washington.
Et puis il va jusqu'à négocier. Ouais, mais finalement, ça sera plus 6 milliards, ça sera 3 milliards, je vais mettre 3 milliards. Enfin, vraiment, ils vendent un tapis, quoi. Et ça, je trouve que c'est intéressant, ça dit beaucoup du rapport à l'État. Et je pense que là, nous, depuis l'Europe, il faut qu'on soit beaucoup plus lucide par rapport à cette hypocrisie. Et là-bas, clairement, et puis, il y a qu'à voir aussi ces types, enfin, à un moment donné, quand ils se retrouvent dans l'establishment, à Washington ou autre, ils sont en cravate, ils ont le petit pins américain et ils font profil bas, quoi. Ils font ce qu'on leur dit. Et je pense qu'il y a une vision un peu complaisante par rapport à ces géants de la tech qu'on imagine surpuissants à un moment donné, parce que précisément il est question de sécurité nationale, parce que Starlink, par la voie de Starshield, etc., va devenir un outil de base de l'armée. Ils vont faire ce qu'on leur dit. C'est comme la DARPA qui a financé Internet. On oublie tout le temps le rôle de l'État derrière. Non, puis c'est même parfois les mêmes fonds. Le fonds Miquel est partout, par exemple. L'État est toujours là, toujours présent. Et peut démanteler quand ça commence à devenir trop gros. Donc à un moment donné, moi je suis avec beaucoup d'intérêt. En ce moment, il y a tout un débat à Washington sur Starlink, les usages en Ukraine, certains Russes apparemment les utilisent en passant par un marché parallèle, ils récupèrent quand même des terminaux. Et donc, il y a en ce moment des gros débats à Washington sur il va falloir peut-être commencer à réguler de façon un peu autoritaire et avec coercition ces entrepreneurs qui font n'importe quoi. Il y a même un ancien directeur de l'OTAN qui a fait hier une tribune dans Atlantico qui dit que il va commencer à falloir se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire avoir trop de choses en orbite. Bon, c'est anecdotique, mais je trouvais ça intéressant parce que souvent l'argument des méga constellations de satellites, on parle de 10 000, 40 000 satellites à terme. Il y a une explosion des orbites basses. Etc. Il y en a plein en orbite basse, mais l'argument c'est de dire, au-delà de connecter toute la planète, c'est résilient. On vous en dégage un, poum, en fait il en reste 39 999, on le remplace, ça va vite, etc. Mais sauf qu'en fait, c'est aussi une infrastructure qui est, qui vous crée des risques, dans le sens où, du coup, comme elle est forcément duale, elle peut être prise à partie par des belligérants qui vous en voudraient, mais ce qui est normal, comme un pont, on détruit des ponts pendant la guerre pour empêcher les voitures de passer, ou les camions, c'est pareil. Et donc on vous en éclate un en orbite, on fait des débris, des débris et des débris, et il y a des puissances spatiales, par exemple, qui n'ont pas franchement de présence, des puissances sur Terre qui n'ont pas de présence dans l'espace, ou pas beaucoup. On peut penser à la Corée du Nord, à l'Iran, à des puissances comme ça, qui pourraient, c'est spéculatif, avoir intérêt à pourrir une orbite. Alors, il est probable que certains de leurs alliés ne seraient pas d'accord, on pense notamment à la Chine, mais c'est des risques qu'il faut envisager. Qu'il faut prendre en compte. Parce qu'en fait, si les orbites sont saturées, qui c'est qui en souffre en premier ? C'est les États-Unis, en fait. Parce que c'est eux qui ont le plus de masse en orbite. Puis ça pose des problèmes aussi demain de stratégie. Je pense par exemple à des hôpitaux ou aussi à des établissements publics qui pourraient être impactés aussi parce que tout est connecté. Vous parlez du fait que c'est de la télécommunication aussi, donc ça peut aussi poser problème même aux citoyens ordinaires lambda. D'un point de vue au même titre que des réseaux terrestres, après. Je veux dire, a priori, un hôpital, on peut toujours trouver un argument d'un hôpital dans une zone très très lointaine qui ne serait pas couverte par des réseaux, mais a priori, c'est un argument va pas c'est un peu comme l'argument de la 5G qui disait la femme enceinte depuis son bus à la campagne qui appelle en visio son médecin. Enfin, vous voyez, en fait, ça n'existe pas, cette situation. Donc, ou Apple qui a récemment développé le truc, la crash car, où direct, en fait, c'est un satellite. En tout cas, on a construit le spatial, quand je dis on, les industriels, la communauté spatiale, l'ont construit comme infrastructure stratégique, en fait. Et de fait, se rendre vulnérable, quoi. Donc mais en même temps, c'est vertueux parce que c'est tout un marché qui émerge sur la cybersurveillance, sur la cyberdéfense, lutter contre la gestion des orbites, éventuellement la dépollution des orbites. Donc, l'astrocapitalisme c'est jamais désintéressé. C'est pas désintéressé, c'est toujours un marché, quoi qu'il arrive. Et clairement, là, c'est l'enjeu de la protection de ces infrastructures va devenir de plus en plus massif parce qu'il y a certes Starlink qui prend la lumière, mais j'ai cité tout à l'heure Bezos, là c'est Kuiper qui a commencé à déployer, là il y avait 2 satellites tests, visiblement ça marche bien. Il y a le réseau national chinois, 12 000 satellites. Bien sûr. Donc Ariane 6, le jour où elle sera opérationnelle, va commencer à déployer avec d'autres lanceurs Kuiper, donc la constellation d'Amazon. C'est beaucoup de satellites, il y a déjà OneWeb, et donc c'est autant de systèmes dont il s'agit de surveiller les opérations. Et le point qui est important aussi, qu'il va falloir maintenir à poste
Parce que là, Starlink, les premiers satellites, c'était 2019. Bon, en fait, c'est 5 ans la durée de vie. Donc, on va devoir déjà... 5 ans quand ça va bien en plus. Quand ça va bien, parce qu'il y a une bonne partie en fait, qui n'était pas opérationnelle, il y a eu des tempêtes, machin. Donc, certains sont revenus plus tôt que prévu. Donc, il faut constamment recycler, remettre du satellite à poste, avec des satellites qui sont toujours plus gros. Les premiers, c'était des microsatellites qui faisaient 250 kg. Là, la dernière version qui va être satellisée par le lanceur hyper lourd Starship, c'est 2 tonnes. Donc là, on commence à... Il y avait tout un discours sur le New Space de miniaturisation. Moi, je pensais que c'était tout petit, en fait. On revient à un détail important, parce qu'on a besoin de mécanismes qui ne sont pas complètement miniaturisables. En fait. Et puis, des gros bus, quoi. Et puis, il faut les voir. Alors, la semaine dernière, on était chez Airbus, on a vu un satellite géostationnaire. C'est beau, hein. Franchement, il faut les voir. Quoi, là. Bon, c'est imposant. 7 mètres. C'est 7 mètres. C'est 2 fois 20 mètres les panneaux solaires. C'est 2 gros bus scolaires. Quoi, vraiment. C'est un bus. Quoi. C'est un bus, et ça, c'est ce genre d'artefacts qu'on envoie en orbite basse. Enfin, pas aussi gros, mais pas si loin en fait. Ils font 2 tonnes, les Starlink, donc la moitié d'un géostationnaire. Sauf que le géostationnaire qu'on a vu, construit par Airbus, donc l'industrie européenne, c'est 20 ans de durée de vie. Et puis c'est un satellite, loin, à 36 000 km. Non, ça c'est Télécom. Celui qu'on a vu. On en a vu 2. Oui, alors celui qui est parti d'ailleurs à Cap Canaveral cette nuit-là. Là, c'était un Télécom, donc à 36 000 et que ça. On en a vu un autre, en effet. Qui était un petit peu moins gros, si je me rappelle. Qui était un peu moins gros, mais quand même. Qui était imposant quand même. Très impressionnant. Et c'est ce genre d'artefact dont il s'agit d'assurer la survie. Donc, autant de lancements de fusées, de réatterrissage, de pollution dans les différentes couches de l'atmosphère qui sont très mal comprises aujourd'hui. Avec une durée de vie super courte. Il y a tout un tas de débats aujourd'hui. C'est très, très agité sur cette question-là scientifique de pollution atmosphérique, parce qu'effectivement, on entend beaucoup parler des débris. Puisque aussi je pense que c'est assez visuel, ça se représente bien conceptuellement. Gravity. Voilà, il y a le film Gravity qui était très bien pour ça, à montrer ce que c'est que l'effet Kessler, donc des débris qui rentrent dans des débris, enfin l'effet boule de neige dans l'espace en fait. Parce que quand vous tournez dans l'espace, vous vous arrêtez jamais en fait. Enfin, je dis vous, les débris, faut y aller, mais bientôt. Mais il y a aussi, il y a vraiment aussi des, on est à plus de 200 lancements par an en ce moment, que 180 quelque chose comme ça. On est autour de 200 quoi. Ouais. On était plutôt autour de 80 voire 50. Bon, années 70 c'est monté assez haut, mais bon c'est redescendu aussi. Et donc ça fait quand même beaucoup de fusées. Il va y en avoir de plus en plus. Et en fait des fusées toujours plus lourdes. Des fusées qui sont extrêmement lourdes, qui polluent à différents endroits avec des rétroactions qu'on connaît très mal dans l'atmosphère et au-delà. Et puis sur Terre, des bases qui sont construites. Donc en fait, il y a un réel sujet environnemental. Et ça pose un problème de ressources aussi, parce que c'est une quantité de pétrole. Après, les fusées, c'est... souvent, quand on regarde un peu ce que la science établit en la matière, par rapport, par exemple, à l'aviation, c'est 0,001% en termes de pollution. Donc, du méthane, on saura toujours en trouver, ou du mélange avec de l'oxygène liquide ou des choses comme ça. Donc, c'est pas tellement une question de ressources, plutôt une question en tout cas pas par rapport à l'aviation, plutôt juste une question d'un secteur qui pollue plus, en fait, dans l'absolu. Et donc ça, à l'époque actuelle, c'est problématique quand même. Surtout, on a probablement d'autres priorités. Et là, ça me permet d'en venir à un autre sujet que vous abordez dans l'ouvrage, c'est celui des astronautes, parce que... même moi, j'ai été pris pendant des années. En lisant l'ouvrage, je me suis dit, mais attends, on s'est fait avoir. C'est le fait que les astronautes et même la NASA, bref, tous les organismes disent, en fait, la Station spatiale internationale, les astronautes servent des intérêts scientifiques, c'est nécessaire, notamment quand on réfléchit aux questions climatiques. Thomas Pesquet parlait même du fait que justement ils permettent de réfléchir aussi à des traitements contre le cancer, enfin plein de choses. Et en fait, il s'avère que ce que vous montrez dans le livre, c'est que la Station spatiale internationale, ça a un coût exorbitant, qu'on pourrait faire largement autrement pour faire des avancées scientifiques de cette sorte-là, et que les astronautes en fait sont plus des influenceurs mais surtout qu'on n'en fait pas des avancées scientifiques dans l'ISS. C'est pas tant parce que la question du budget, 150 milliards à la Station spatiale internationale, donc effectivement oui, on peut se dire rétrospectivement si on avait mis ça dans autre chose, mais bon, enfin, c'est fait. Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que encore une fois, faut relire, faut recomprendre l'histoire aussi de ce grand mouvement de consolidation du complexe militaro-industriel et de sa composante spatiale aux États-Unis, en Russie et dans une petite partie de l'Europe pour ce qui est du vol habité. C'est quelque chose dont on a du mal à se défaire. Enfin, tu le disais tout à l'heure, ce sont des emplois, des usines qu'il faut faire tourner, des missiles qu'il faut réutiliser, aussi une diplomatie internationale qu'il faut faire vivre parce que c'est une façon de symboliser la puissance. Et en fait, l'argument scientifique, il n'est pas venu pour rien. Il est venu suite à la petite mort dont tu parlais, c'est-à-dire on est allé sur la Lune, so what, quand même
pas Attends, qu'est-ce grand-chose qu'on à y fait, faire. On a fait quelques expériences, mais je veux dire, tout à la fin, il y avait un géologue. Il y a des gens à la NASA qui ont démissionné au début d'Apollo parce qu'il n'y avait pas assez d'expérience scientifique dans les missions, en fait, hein, vraiment. Donc, c'est pas foncièrement un programme scientifique. Et pour justifier la suite du vol habité, on va un peu inventer cette rhétorique. Il va y avoir des revues, il va y avoir des articles dans les journaux, il va y avoir beaucoup de marques qui vont s'en revendiquer, qui vont dire effectivement on va guérir le cancer, l'ostéoporose beaucoup. Parce que par exemple, les os des astronautes, en gros, ils sont mal dans l'espace du fait du manque de gravité, il n'y a pas de choc, donc ils ont des problématiques qui ressemblent à de l'ostéoporose. Et donc si on la traite dans l'espace, on peut la traiter sur Terre. Mais ça n'a jamais fait la une de Science, quoi. Enfin, on peut aussi donner des millions pour l'ostéoporose sur Terre. Donc en fait, il n'y a pas vraiment... La science dans la Station spatiale internationale, elle est circulaire. Et en fait, Thomas Pesquet le dit lui-même, hein, dans une étude scientifique de l'ESA publiée il y a à peine 6 mois, la moitié de ses activités, c'est sur le corps, donc pour voir comment rester dans l'espace. Donc c'est persévérer dans son être, en fait, d'astronaute, quoi. Ensuite, c'est la démonstration technologique. Donc il y a plein de choses. Pour y avoir, par exemple, on voit beaucoup de tests avec des lunettes 3D, des choses comme ça, pour voir la Terre depuis la Station spatiale internationale et se sentir mieux. Et le climat, c'est 1% sur 200 heures, hein, en l'occurrence, soit 2 heures, en fait. Donc, il n'y a pas de sciences climatiques du tout dans l'ISS, ou quelques petites expériences parfois. Mais l'espace est utile pour le climat, avec des satellites d'observation, là, oui. Mais le vol habité, on n'en a pas du tout besoin pour ça. Alors qu'il en parle quand il est invité sur les plateaux ou dans son bouquin, il va dire j'observe les changements climatiques. Mais parce que c'est la seule corde qui lui reste, et qui reste peut-être même plus en France qu'ailleurs, parce que peut-être en termes de concernement par rapport aux questions de climat, qui ne sont pas forcément les mêmes aux États-Unis, peut-être en termes culturels aussi. On n'est pas forcément en quête d'identité technologique comme peut l'être la Chine, qui est aussi très fière d'avoir ses astronautes, enfin ses taïkonautes. Donc effectivement, c'est une corde sur laquelle il faut jouer. Faut se Greta Thunbergiser un petit peu, quoi. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. On voit bien que les médicaments ne tombent pas de l'espace, de toute façon. Hein. Donc il a ce discours-là aujourd'hui. Et nous, on l'a analysé dans un autre papier à paraître avec Arnaud. C'est très marrant, quoi. Parce que voilà, il faut répondre à l'ambiance de l'époque, quoi. Et puis, il faut continuer à exister. Après, du point de vue de l'ingénierie, la station, c'est pas n'importe quoi. Là, il y a, en fait, oui, là, il y a des choses. Il y a un gros malentendu. On décrit ça comme de la science orbitale. En fait, c'est de l'ingénierie orbitale. Et là, de ce point de vue-là, il y a des innovations technologiques, clairement. Bien sûr, on est là pour mettre en place des systèmes vie, etc. Les panneaux solaires. Et le boulot d'un astronaute, c'est surtout serrer les boulons, quoi. Entretenir. Il le dit. Ne serait-ce que les raccordements en orbite aussi. Hein, bien sûr. Et là, il y a toute une science, entre guillemets, un savoir technique, expert sur comment on guide ce genre de système, comment on les entretient, comment on collabore aussi entre stations au sol, et ça c'est pas évident, entre les Américains, les Russes, etc. Et la station a permis ça, ce Lego orbital, ou ce mécano, j'en sais rien, c'est toujours les métaphores d'imbrication, etc. C'est surtout de la technologie. De la recherche technologique. Il y a de la recherche, mais c'est de ce point de vue-là. Alors après, est-ce que ça présente un intérêt technologique pour d'autres innovations au sol ? Ça, c'est une autre question. Il y en a un peu. Il y a des transferts scientifiques, forcément, technologiques. Forcément. Mais, mais en fait, ces recherches auraient pu être faites d'emblée et puis surtout que c'est terrestre. Si transfert technologique il y a, c'est des... Comment dire, c'est un peu bizarre de se dire qu'on fait quelque chose qui, avec des guillemets un peu, ne sert à rien et qu'on en attendrait des transferts dans d'autres domaines. C'est pas du tout une façon de diriger les développements par les besoins, en fait. Je veux dire, alors oui, il y a de la sérendipité dans la science, du hasard et tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, on est quand même grand et capable de savoir, et d'ailleurs on le fait dans le spatial aussi, hein, savoir là où il y a besoin de mettre de l'argent et là où il y a moins besoin de mettre de l'argent. Donc en mettre là où il n'y en a pas besoin et dire ensuite que ça va découler là où il y en a besoin, c'est un argument qui ne tient pas, en fait, quoi. Et qui, d'ailleurs, en Europe, est toujours là, puisque sur le vol habité, on hésite encore et toujours, pour cette raison, en fait, hein, précisément, quoi. C'est fou que ça soit autant ancré quand même que dans la tête des gens que les vols habités sont nécessaires, etc. Enfin, d'ailleurs, c'est toute la dernière partie de l'ouvrage aussi. C'est vraiment ancré dans l'imaginaire. Justement, pour le coup, quand j'ai lu l'ouvrage, vraiment, c'est un truc qui me paraissait quand même... je me disais quand même, il y avait un intérêt scientifique, tout ça. Mais on ne sait jamais trop lequel. Ouais. Pareil, je pense que les gens qui nous lisent ou nous écoutent... demandez-vous, posez-vous vraiment la question. On vous a dit ça, mais en fait, concrètement, je veux dire, à part, des fois on entend parler de petites expériences, de biologie, de trucs, mais concrètement, ce qu'il en est sorti, et c'est, comment dire, on peut toujours arguer du fait que oui, la science, c'est long, la recherche, etc., mais ça fait 50 ans qu'on tourne en orbite.
Donc s'il avait fallu, grâce à la microgravité, tout est là-dedans en fait, c'est parce que c'est la microgravité qu'on s'imagine. Microgravité d'ailleurs tout à fait partielle, puisque la station spatiale internationale c'est un truc qui vibre, il y a du bruit, il y a des, enfin voilà, c'est pas du tout idéal pour faire de la science, mais on s'imagine que parce que ce milieu est si spécial, alors il en sortirait quelque chose de miraculeux, mais c'est de l'ordre de la croyance en fait, c'est vraiment. Bien sûr. Et puis alors ce qui est intéressant en ce moment, et ça fait depuis longtemps que c'est un discours lancinant, il y a une automatisation maintenant des process à bord de la station, mais aussi via les rovers. Enfin, depuis longtemps, on travaille sur la robotisation du vol spatial. Il se pourrait que l'astronaute soit finalement en situation d'obsolescence, qu'à un moment donné, il soit remplacé par des systèmes techniques automatisés, y compris même les capsules. Là, en ce moment, il y a plein de boîtes qui se lancent sur les cargos automatisés, qui feraient des expériences par eux-mêmes avec des robots, etc. Pourquoi pas, d'ailleurs, hein. Et là, ça pose vraiment la question de la pertinence du véhicule humain pour faire ce genre d'expérience. C'est en ce moment que ça se passe. Il y a quelques boîtes qui se positionnent sur ces questions-là, qui répondent à des appels d'offres des agences, et notamment l'Agence spatiale européenne. Si ça marche, ça va devenir intéressant. C'est les fameuses usines spatiales, les usines du futur. Si ça marche, il est possible que ça marche pas et qu'on se rend compte que du coup rien de tout ça voilà, ne sert à quoi que ce soit. Mais, ça a encore été des milliards. Mais en tout cas, c'est un moment intéressant. Là, on est sur des dizaines de millions. Voilà. Bon, ça va alors. Et ça va poser la question de la pertinence de l'humain dans l'espace, qui revient en permanence. Sur Mars, par exemple, alors, on est déjà sur Mars via les rovers, qui font un travail extraordinaire, Persévérance, qui posent des échantillons qui pourraient être récupérés plus tard si on arrive à financer exactement, c'est pas dit du tout. Mais on pourrait récupérer ces fameux échantillons qui pourraient contenir des éléments permettant de tracer la vie, etc. Si on y arrive, s'ils y arrivent, c'est surtout la NASA, les États-Unis, et peut-être un peu l'Europe qui est dans le programme. Retour, ouais. On n'a pas besoin d'envoyer des humains. C'est la grande justification, c'est envoyer des astronautes parce que eux, ils sont beaucoup plus habiles pour savoir dénicher les bonnes roches, etc., savoir taper. Surtout s'il y a eu de la vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus possible d'avoir de la vie aussi potentiellement sur Mars, quoi. Non, c'est ça, on n'y est pas allé, donc on ne sait ouais, pas. mais en tout cas, ça sera des formes très archaïques qu'on pourra redécouvrir, etc. Mais la grande raison d'y aller, une des grandes raisons, c'est ça. L'autre, c'est déployer l'humanité coloniser multiplanétaire. Mars, Ça tient pas trop non plus. Est-ce que ça tient une fois qu'on a dit ça, qu'on a redécouvert ces traces de vie archaïques qui montrent qu'à quel point la vie, c'est un truc pas si lié à la Terre, et ça serait une découverte magistrale, majeure, une révolution copernicienne, et après on passe à autre chose. et donc il y a tout un pan du spatial qui s'écroule de lui-même. Et là, ça peut être dans pas si longtemps en fait. Et d'ailleurs, on voit justement la mission dont tu parlais, Mars Sample Return, elle a du mal à être financée, alors que c'est précisément elle qui va ramener des échantillons martiens. Elle est pas si chère en fait. Mais évidemment, c'est pas si cher, mais c'est ça qui est triste, c'est qu'en fait cette mission, elle est super. Et qui prendrait aussi les questions des volabilités, ça prend aussi beaucoup plus de temps aussi à être mis en place. Et puis surtout, c'est incomparable en termes de retour, de prix, de retour. Le vol habité, la Artemis, c'est la centaine de milliards de dollars en fait. Une sonde, c'est quelques centaines de millions, quelques petits milliards. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur en fait. Donc, si on voit par exemple le James Webb Space Telescope, ça fait quoi, 2 ans maintenant qu'il est, 2 ans qu'il est sur son point de Lagrange. Toute la science qui a été produite. Alors certes, il a coûté 11 milliards. Ouais, c'était 11 milliards. Bon, ok, d'accord. Mais bon, c'est 10 fois moins que Artemis, quoi. Carrément, le nombre de découvertes qui ont été faites en si peu de temps. Alors il y a encore quelques années de moisson de données, puis après c'est des années pour tout analyser. Bon, ça valait peut-être la dépense, quoi. Donc là, un des arguments quand même du bouquin, tu citais le dernier chapitre, c'est que il y a des moments où on dit il y a peut-être des usages du spatial qui pourraient être différents, plus justifiés, qui pourraient s'articuler à des besoins qui ont vraiment du sens. Alors ils peuvent relever de la science, en effet, de l'astrophysique, de l'astronomie, de la pure contemplation, qui n'est pas dans le registre de la conquête, c'est un peu différent, de la pure connaissance, et ça peut être aussi la connaissance impliquée des ravages du changement climatique, et donc des stratégies d'adaptation pour y faire face. Et là, on a des missions spatiales qui ont vraiment, qu'il faut encourager, qu'il faut continuer à financer par des agences dûment équipées pour pouvoir mettre en œuvre ce genre de programme. On cite par exemple le programme Copernicus de l'Union européenne. Moi, c'est un programme sur lequel j'ai pas mal travaillé à l'époque où il n'y avait pas encore les satellites. Et c'est 20 ans de science, de politique, d'organisation, d'industrie qui sont aujourd'hui maintenant en orbite avec des satellites. C'est des satellites à 300 millions de pièces qui fonctionnent très bien pour
en moyenne 10 ans d'opération et qui aujourd'hui, on l'a vu encore l'été dernier, moment de sécheresse, on voit émerger dans l'espace public le service Copernicus, qui a dit que... Alors derrière le service Copernicus, il y a plein de données, il y a des opérateurs, il y a des scientifiques, des satellites qui disent, bah voilà, voici les courbes et comment faire en sorte que ça se passe mieux. Bon bah là, on voit que là, on a un spatial qui est éminemment indispensable. Et il ne faudrait pas qu'on imagine que derrière ce bouquin, il y a une espèce Non, mais c'est clair. de destruction en règle de tout le Qu'il faudrait plus Ça serait non plus dommage. de recherche en fait. Non, mais je pense que c'est clair dès les premières pages. En Ouais, fait, totalement. on le dit très clairement dans le livre. Ouais, en fait, c'est surtout les recherches qui doivent être portées doivent être accompagnées d'une déconstruction d'un imaginaire qui justement empêche de penser, notamment avec les questions du climat, des questions sociales, des questions sociétales en fait. Surtout ça. Alors, il empêche, il faudrait étudier ça précisément. J'imagine qu'il puisse y avoir des gens qui sont épris qu'on l'espace, voilà, chevillés au corps, et qui pour autant connaissent l'importance scientifique du milieu spatial. Après, il y a toujours cette dissension effectivement entre est-ce que parce qu'on fait du vol habité, on ne fait pas autre chose quand même, ce qui est une question légitime. La réponse historique, c'est plutôt que quand même, quand on fait du vol habité, on fait quand même un peu moins de science en général. Et il y a eu dans les années 2000, notamment aux États-Unis, des espèces d'arènes où ces décisions sont prises et on abandonne des projets scientifiques. Donc c'est quand même à avoir en tête. Parce que dans l'absolu, nous, on est en train de désosser un peu la figure de l'astronaute ici. S'il fallait vraiment envoyer quelqu'un dans l'espace et se donner des vraies raisons de le faire et avoir une politique spatiale qui est cohérente, il faudrait discuter. Et puis de toute façon, c'est pas comme si on était en position. Moi, je l'avais proposé, tu te rappelles, dans Uzbek Erika. Moi, j'avais proposé de c'est vrai. financer lourdement Oui. un programme spatial très ambitieux. Ouais. Des milliards, hein. On pourrait dépenser des milliards pour envoyer Elon Musk sur Mars, sans une retour. bonne fois pour toutes et sans retour. Ouais. Donc là, il y aurait peut-être un intérêt. Là, il y aurait quelque chose à faire. Il y a peut-être Jeff Bezos à fait. derrière dans le coffre. Absolument. Pourquoi pas. Mais, blague à part. Non, mais bon, voilà. Je pense que c'est pas un livre qui va tout casser, mais qui va quand même déconstruire quelques rêves. Et puis qui permettent de démystifier un certain nombre de questions qui sont vraiment ancrées dans le débat public. Ouais, et puis je pense que ça ouvre aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais ça ouvre aussi sur toute la... Parce qu'on a parlé du nazisme, les origines, l'astroculture, l'économie, il y a toute une partie aussi militaire qui est très importante pour qu'on perçoive aussi que le spatial, c'est avant tout budgétairement du militaire, et que c'est des... Tu vois, quand on déconstruit un peu le grand récit, c'est aussi pour faire réémerger des sujets qui, eux, ont été, invisibilisés par ce grand récit. En l'occurrence, on le redécouvre un peu parce qu'on voit là... moi, je sais que ça a contribué ces dernières années aussi à susciter mon intérêt aussi pour ce domaine-là, mais on voit les missiles de Poutine, voir les missiles hypersoniques en Ukraine, voilà, des choses qui reviennent un peu, l'ère nucléaire, l'espèce de chape de plomb là, qui nous tombe un peu dessus, qui était là dans les années 60. Mais ça aussi, c'est du spatial. Enfin, c'est un spatial. Les missiles balistiques intercontinentaux, on en parle beaucoup dans le livre. C'est sur ces missiles qu'on a mis des capsules, en fait. On les a reconfigurés pour que ça soit compatible. Mais c'est la même industrie, en fait. Et donc, faut l'avoir en tête. C'est ce monde. Enfin, il y a des passages comme ça sur tous les silos enterrés aux États-Unis avec les gens qui vivent autour, etc. Les débuts du spatial, c'est aussi le début de l'âge du nucléaire. Et c'est vraiment les deux sœurs ou les deux frères, quoi. Ou le frère et la sœur, peu importe. donc, je pense que ça permet aussi de redécouvrir ça des années 60 jusqu'aux années récentes. Et ça, c'est vraiment passionnant. Ouais, j'invite tous les auditeurs justement à lire l'ouvrage. Merci beaucoup Irène Regnault et merci beaucoup Arnaud Saint-Martin. Merci. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et vraiment, foncez sur une histoire de la conquête spatiale aux éditions La Fabrique. Voilà. Merci beaucoup.